1er août 2025, nous recevons Michael dans le cadre de l'émission Les mots de Michael. L'émission est diffusée chaque samedi. Recevez nos salutations, chers publics, chers téléspectateurs de Gandhi Malien TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'attitude du président américain Donald Trump. Nous demandons s'il marche sur les pas de Joe Biden, qu'il a pourtant tant critiqué. Lui qui reprochait à Joe Biden d'avoir permis cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lui qui décriait cela, lui qui avait promis, qui avait même juré de mettre fin à cette guerre seulement à 24 heures. Le président Donald Trump est-il en train de s'enliser dans le conflit? Avec Michael, nous allons essayer de savoir davantage. Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher général, bonjour, cher public africain et le public mondial, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent au cours de cette émission. Effectivement, aujourd'hui, on va discuter de différentes actualités de cette dernière semaine qui remonte toutes au président Trump et à ses actions sur l'arène internationale et quelles euh, conséquences euh, nous attendons tous après les propos et les actions que président Trump a fait. Nous ne parlerons pas directement d'un ultimatum, mais nous avons notre façon de formuler. Michael, le président américain Donald Trump, dans un premier temps, avait parlé d'un délai de 50 jours qui accordait aux autorités russes de mettre fin à cette guerre. Après, il est revenu en parlant de 12 jours. Le lendemain, il revient, il fixe même une date, il parle du 8 août. Mais pourquoi est-il en train de se contredire? Pourquoi chaque fois, ça fait 3 fois qu'il parle des dates? Est-ce que Donald Trump est-il cohérent? C'est quoi? Il se patiente? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est votre lecture sur ces différentes dates données par le président américain Donald Trump à ces laps de temps? Quelle est votre analyse? C'est pas pour la première fois que président Trump s'est montré incohérent, qu'il n'a pas tenu sa promesse ou qu'il a refusé les paroles qu'il a prononcées pendant de différents événements. Cette situation de, entre guillemets, ultimatum à la Russie en est encore une autre preuve. Tout d'abord, c'est le travail avec ses électeurs. C'est le travail, une mise en scène pour les Américains, pour les gens à l'intérieur des États-Unis. Parce que c'est tous ces bouleversements, tous ces incohérence, c'est pas une bonne manière de faire des affaires avec des partenaires extérieurs. C'est pas comme ça qu'on arrive à résoudre des problèmes qui sont majeurs, qui sont graves. C'est en réalité juste un show que Trump a fait et il va continuer à le faire pour préserver le maintien, le soutien des Américains.
c'est quelque chose qu'il fait pour ses électeurs et pour les électeurs du parti républicain. C'est pas pour la première fois qu'il altère ou modifie les délais qu'il a lui-même fixés. C'est la même chose avec les tarifs qu'il a introduits dès aujourd'hui pour plusieurs pays. Il a dit qu'il n'y aurait pas qu'il ne va pas ajourner ce délai, mais puis il a décidé de l'ajourner, puis encore une fois, elle a dit que je ne vais pas, puis il a dit que là, bon, on est en train de négocier avec certains partenaires, donc finalement, Mexique le Mexique et la Chine sont épargné pour le moment de ces tarifs, comme les négociations sont toujours en cours. Et c'est un peu évident que ça va être la même chose avec la Russie. Au début, il a parlé de 24 heures pour la résolution du conflit, puis il a dit que ça va prendre un peu plus du temps, mais je suis dans de bonnes relations avec les Russes, surtout avec le président Poutine. Puis il a dit que je vais fixer un délai pour cela, puis il a dit que non, le délai n'est pas bon, je vais euh, euh, raccourcir ce délai, mais c'est lui-même qui a dit pendant l'une de ses interventions publiques aux mass médias américains qu'il a raccourci les délais des négociations entre l'Ukraine et la Russie pour montrer à quel point l'Amérique est importante et grande sur l'arène internationale. Et en effet, ça donne de l'effet. Les Américains, le public de Trump est convaincu qu'il a arrêté le conflit entre Israël et Gaza, qu'il a mis fin aux plusieurs autres conflits tels que conflit Inde-Pakistan, Cambodge, Thaïlande, euh, qu'il a sauvé Israël et qu'il a mis fin aux hostilités, à la position hostile de l'Iran envers l'État israélien. Donc, ils croient vraiment que c'est l'implication des actions de Trump dans tous ces conflits, dans toutes ces affaires, qu'il a euh, contribué à la solution de ces conflits. Donc, euh, sa stratégie est claire, ça marche, ça influe les Américains, mais la question est si ça va marcher aussi bien dans des politiques internationales. Oui, mais Michael, si je vous suis bien, non seulement Trump ne semble pas être bon partenaire dans le cadre des affaires parce que son incohérence
Ça interroge beaucoup. Et vous avez surtout insisté sur le fait que jusqu'à présent, Trump fait croire à son électorat qu'il a mis fin à la guerre Israël-Iran. Nous savons que ce n'est pas l'Iran qui avait attaqué. Et nous savons dans quelles conditions cela a pris fin. Et même vous avez fait référence à la récente guerre en cours entre le Cambodge et la Thaïlande. Et nous savons que c'est la Malaisie, les pays de l'ASEAN, qui ont négocié cette fin de guerre et que Donald Trump avait tout intérêt à ce que la guerre reste en cours pour espérer vendre davantage des armes. Mais s'il est en train de s'approprier, même vous avez parlé du cas de Gaza, mais s'il est en train de s'approprier, donc vous êtes convaincu, si je vous comprends bien, que Trump est en train de mentir à son électorat, c'est ça? Euh, Si vous mettez ça comme ça, mais quel politicien, quel président américain n'a pas menti à son électorat? C'est l'un des éléments de base de devenir un grand politicien dans ces pays dits démocratiques. C'est ce qu'il faut faire pour arriver au pouvoir et pour être capable de s'emparer de ce pouvoir, rester rester au sommet. C'est ça, c'est l'élément nécessaire dans toutes ces démocraties occidentales, c'est de mentir à son électorat. Ok. Trump qui donne des dates, il se dit, il se dédie, il se contredit. Vous l'aviez si bien expliqué. Il n'a cessé de pousser des dates. Mais que peut-il faire? Parce qu'en donnant un ultimatum au pays le plus vaste au monde et à la première puissance nucléaire du monde, et sans doute au pays qui produit le plus de munitions au monde, la Russie. Qu'est-ce que Trump peut faire réellement? Est-ce simplement des sanctions économiques, ce qui veut dire une guerre commerciale? Oui, il a d'autres options contre la Fédération de la Russie. Euh, Vous voyez, euh, je ne crois pas à son ultimatum. Euh, la journée de 8 août, on va voir que soit cette journée-là ou même avant, le président Trump va encore une fois dire que non, c'est bon, on va ajourner la date, on va patienter encore un peu et l'expliquer de sa façon ou même sans explication, il va juste dire que non, on va patienter. Surtout vu que demain ou après-demain, on attend la visite de l'émissaire américain d'un proche de Donald Trump, un monsieur Witkoff qui va arriver à Moscou pour encore une autre négociation avec notre président Poutine. Ça fait quelques mois après sa dernière visite à Moscou et peut-être que là-bas, on va avoir quelque chose comme résultat de ces négociations et donc ce résultat va soit donner à Trump la possibilité de dire voilà, on a convaincu les Russes, on a vaincu les Russes, ils vont être d'accord avec les termes que je leur ai imposés, soit
on va voir encore une fois repousser cette date. Peut-être on va, après cette visite de Witkoff, on va voir l'annonce du quatrième round des négociations russo-ukrainiennes. Et ce quatrième round va être hum, approché comme une victoire de Donald Trump, comme le résultat de cet ultimatum. Et donc, avec un tel résultat, il ne faut pas sanctionner, il ne faut pas punir la Russie. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ce sont bien sûr des sanctions, la guerre économique. Trump a plusieurs fois dit qu'il y a la possibilité des tarifs, qu'il y a des possibilités des sanctions, qu'il y a bien d'autres choses. C'est une citation pas directe, mais il a mis ça comme ça, qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour mettre la pression sur les Russes. Mais en réalité, la Russie existe dans l'économie mondiale avec toutes ces sanctions depuis 2014, quand on a introduit les premières sanctions de l'UE et des États-Unis contre la Russie. Ça fait plus de 11 ans, 11 ans et demi déjà. On existe depuis plus de 3 ans, depuis février 2022, sous le plus grand nombre des sanctions dans le monde. Aucun pays, sauf la Russie, est aussi et autant sanctionné. Qu'est-ce que nous voyons comme la réalité? L'économie russe a subi, mais elle a pu rétablir le les dégâts causés par les sanctions. Et aujourd'hui, la Russie est arrivée à la quatrième position en tant que puissance économique. Elle a laissé derrière le Japon, l'Allemagne, qui était la plus grande économie de l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a que États-Unis, Chine et Inde qui sont avant la Russie en termes de puissance économique du PIB. Est-ce que les Américains ont utilisé tous ces moyens euh, économiques pour essayer de nuire à la Russie? Je crois que oui. C'était sous l'administration Biden qu'on a introduit les sanctions les plus euh, nuisibles, les plus euh, hum, menaçantes pour l'économie russe. Et l'économie russe a pu se tenir. Et encore une fois, c'était vraiment la guerre de Joseph Biden. Il a fait tout son possible pour détruire l'économie russe, pour envoyer toutes les munitions et tous les armements possibles en Ukraine pour détruire la Russie en champ de bataille, mais il n'a pas pu le faire. Est-ce que le président Trump veut mettre fin à cette guerre? Oui, en cela, je crois. Mais
Euh, et donc, ça me donne, lui, autant des moyens pour presser sur la Russie que Joseph Biden a eu. Euh, donc, il a décidé d'adresser les alliés, les partenaires économiques de la Russie. Il a eu cette pensée de tarifer les pays qui importent les matières premières de la Russie. Mais qu'est-ce que nous avons eu comme le résultat? La Chine a ouvertement et officiellement refusé la suspension des relations commerciales avec la Russie. L'Inde a refusé de ne plus acheter le pétrole et les armements russes. Le Brésil a fait la même chose. Ce sont les trois acheteurs principaux du pétrole russe et des armements russes. Donc, les alliés de la Russie, les partenaires de la Russie sont là avec elle. Donc, il n'a plus de moyens à influencer, à forcer la Russie à faire quelque chose. Mais même si de tels tarifs, de telles sanctions auraient été introduits, il reste beaucoup d'autres pays. Par exemple, le continent africain qui a besoin de beaucoup de choses, c'est l'Asie sud-ouest, c'est également l'Amérique du Sud. Il y a des centaines de partenaires sur cette planète. Et les pays occidentaux ne font que quelques dizaines. Et ça, on le voit. On le voit. Que leur impact sur l'économie du monde n'est pas aussi important qu'ils pensent. Et aussi, un point important dans cela, donc, on ne peut pas forcer les partenaires de la Russie à nier la commerce avec la Russie, mais les États-Unis eux-mêmes, ils ne peuvent pas refuser les relations économiques avec ces pays qu'ils menacent. Ils ne peuvent pas refuser l'importation des produits indiens, des produits chinois, des produits du Brésil. Et ils ne peuvent pas également refuser l'accès sur ces marchés. Ils ne peuvent pas refuser leurs compagnies, les compagnies américaines, euh, la vente des produits américains dans ces pays parce que ça va en effet détruire l'économie des États-Unis. Oui, ça va vraiment choquer l'économie mondiale, ça va gravement toucher tous les pays sur tous les continents de cette planète, mais eux, ils vont trouver des moyens à exister après ce choc, tandis que les États-Unis, leur économie va être complètement détruite. Ok. Michael, avant d'aller sur les BRICS, c'est-à-dire les partenaires de la Russie et la Chine, l'Inde et autres pays, j'ai rebondi un peu en arrière. Parce que ce qui m'intrigue,
Ouais, ça interpelle le comportement de certains politiciens. Et comment Trump, parce qu'il a promis une chose et ce que nous sommes en train de voir, c'est à peu près, c'est un peu le contraire. Et en disant maintenir ou renforcer les sanctions contre la Russie, premièrement, c'est ce que Joe Biden avait fait. Et deuxièmement, en continuant la livraison, parce que à ce que je sache, la livraison d'armes continue toujours, des armes même en destination de Kiev. Et en faisant tout ce que Joe Biden était en train de faire, en maintenant les mêmes flux d'armes. Il y a les armes qui continuent d'être livrées à l'Ukraine. Il y a les mêmes sanctions imposées par Joe Biden. Toutes les sanctions sont maintenues. Plus grave encore, Trump veut même les renforcer. Est-ce sur la politique extérieure, Trump n'est pas en train simplement de faire, en train d'imiter Joe Biden? Merci, Général. La parallèle entre Joseph Biden et Donald Trump, ça peut exister parce que de toute façon, ils sont des présidents américains et au final, ils travaillent pour l'intérêt des États-Unis ou plutôt de l'électorat qui qui leur a confié leur pouvoir, qui les a élus. Euh, c'est pas sans Donald Trump que l'Ukraine s'est armée parce que c'est sous son premier mandat que les armements ont été également envoyés en Ukraine, bien sûr pas sur l'Ukraine. Il a pu obtenir cela. Il a lancé les pourparlers directs avec la Russie sur le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. C'est le rétablissement des propriétés diplomatiques aux États-Unis. Il parle beaucoup des projets économiques conjoints que la Russie et les États-Unis peuvent réaliser et peuvent en bénéficier mutuellement. Donc, au moins, le discours est différent du président Biden. La réalité, c'est pas tellement différent, mais de toute façon, c'est juste quelques 7 mois que le président Trump est au pouvoir et j'aimerais voir la première année de son mandat toucher à sa fin avant de dire que non, en réalité, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de volonté du président américain à mettre fin à ce euh, conflit. C'est lui-même qui a dit que euh, il n'était pas aussi profond dans tous les détails du conflit et qu'il est plus difficile à résoudre ce conflit qu'il a pensé avant l'arrivée au pouvoir, avant de son déménagement dans la Maison Blanche. Donc, l'espoir pour la résolution de ce conflit est toujours là. Les actions de Trump sont incohérentes et on peut même de temps en temps
incompréhensible, mais s'il est toujours prêt à écouter la Russie, à écouter notre leader, président Poutine, j'espère que tôt ou tard, on va arriver au résultat nécessaire. Il est impératif que les pays occidentaux, mais surtout les États-Unis qui sont en tête de ce monde occidental, comprennent que les inquiétudes de la Russie, les profondes raisons de ce conflit euh, sont euh, compliquées, sont complexes. Et ces questions-là que la Russie a posées et que la Russie demande à répondre, ce sont des questions essentielles et existentielles pour la Russie. C'est juste aujourd'hui que notre président, M. Poutine, a donné une conférence de presse conjointe avec le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, lors de sa visite officielle en Russie. Et il a un peu rebondi sur cet ultimatum des États-Unis. Euh, il a dit que les raisons qui ont poussé la Russie à commencer l'opération militaire spéciale, elles sont toujours là. Et ceux qui essayent de donner une résolution pour le conflit, il n'y touche pas, il n'approche pas ces questions de la sécurité de la Russie, de la sécurité commune et non partagée de tout le continent européen où se trouvent et la Russie et l'Ukraine et l'Union européenne qui que ce soit, on est là et il faut parler de cette sécurité commune, non partagée et juste qui prend en compte les intérêts de toutes les parties. Et il a également dit qu'il faut mener des négociations, des pourparlers dans une ambiance calme, discrète, sans hum, montrer chaque moindre détail au public. Il faut être vraiment discret, au calme, en quiétude pour parler de ces sujets et de ces questions. Si la partie américaine comprend, va comprendre ça, il va pouvoir expliquer cela également à la partie ukrainienne ou au moins les imposer cette compréhension et ensemble avec la Russie élaborer une solution pacifique, durable, en paix à long terme pour la Russie, pour l'Ukraine et pour toute l'Europe. Ok, Michael, une solution à long terme. Ceci étant, nous savons que ce monde, c'est une question d'alliance, une question de bloc. Les États-Unis, vous l'aviez dit, alliés à l'Union européenne et qui soutiennent l'Ukraine. Mais de l'autre côté, la Russie a des très bons partenaires. Dans le cas des pays des BRIC, devenus BRICS, BRICS Plus, la Chine et l'Inde ont déjà répondu aux menaces des sanctions du président américain Donald Trump.
qui a laissé Oui. entendre que peut-être son ultimatum passé, il serait question de sanctionner les partenaires clés de la Russie, c'est-à-dire, en français facile, les acheteurs du pétrole, peut-être, et du gaz de la Russie. Pour cela, la Chine, tout comme l'Inde, ont dit ne pas avoir des ordres à recevoir de Donald Trump. Et nous voyons que le président brésilien aussi, qui est de la gauche, est totalement opposé à Donald Trump qui ne cache pas son soutien à l'endroit de Bolsonaro qui était à la tête du Brésil. Pensez-vous que les pays des BRICS ont coordonné leurs actions à l'endroit des États-Unis? Bien sûr, les membres des BRICS échangent des opinions, ils élaborent une position commune ou au moins des positions qui ne s'opposent pas concernant de tels sujets qui sont aussi importants. Dans notre cas, le conflit en Ukraine et les éventuelles sanctions ou tarifs des États-Unis contre les pays membres des BRICS. Je veux vous rappeler que un peu avant ou pendant le sommet des BRICS en Brésil, au début du mois de juillet, Donald Trump a dit qu'il veut introduire des tarifs contre tous les pays membres ou tous les pays partenaires des BRICS. Mais ça, là, ce n'est pas encore là, ce n'est pas réalisé. Et bien sûr, quand il a annoncé, quand il a menacé les pays BRICS, dont les pays partenaires et amis de la Russie, avec ces tarifs pour le commerce avec la Russie, il y avait des échanges, des discussions entre les pays. Et vous voyez que c'est très symbolique, en effet, que les pays BRICS ont pris une position très claire, très commune, euh, de ne pas accepter cette demande de Trump de refuser les relations commerciales avec la Russie. Euh, et Trump ne peut rien y faire parce que, comme j'ai bien dit avant, il ne peut pas détruire, couper ses liens économiques avec de tels pays euh, que la Chine, l'Inde et le Brésil. Ce sont des puissances, de grandes puissances économiques qui sont des partenaires essentiels pour les États-Unis. Donc, ils ne pouvaient pas donner des ultimatums comme il l'aime faire. Il pouvait juste demander. Et il a eu un refus définitif. Et ça, c'est très symbolique parce que même vu certains différends entre la Chine et l'Inde, euh, toutefois, les deux pays ont pris la même position, se sont unis autour de cette question, autour de la collaboration avec la Russie. Ok. Miguel, merci pour votre brillante et surtout réponse qui aide à éclairer davantage la lanterne sur cette question. Mais cette fois-ci, nous partons un peu sur le terrain.
Parce que juste là, on a parlé du fameux ultimatum de Donald Trump, nous avons parlé de la position des BRICS, et là, si nous rejoignons un peu le terrain, parce que ces derniers jours, nous avons vu sur beaucoup de médias la libération de la localité de Tchassiviar. Ça fait beaucoup de bruit, mais nous nous demandons qu'est-ce que cette localité a aussi des particuliers. Pourquoi cette libération? Quel est l'impact de la libération, l'importance de la libération de la localité de Tchassiviar? Tout d'abord, c'est une ville, ou plutôt même agglomération, qui est assez grande, qui est importante du point de vue euh, économique, humanitaire. C'est une ville qui a été assez peuplée. C'est une ville qui est assez grande. Ça, c'est un. Deux, ça réaffirme encore une fois l'avance de l'armée russe sur les forces armées ukrainiennes. Ça réaffirme la détermination à libérer les territoires russes euh, sur tous les fronts, dans toutes les régions de la Russie et territoires russes qui sont historiquement et ethniquement russes également. Euh, donc ça, c'est l'un des symboles de cette avancée, de cette offensive qui est très réussi pour l'armée russe. Troisièmement, c'est symbolique pour et l'armée russe et l'armée ukrainienne parce que c'est depuis plus d'un an que les forces armées ukrainiennes ont retenu cette ville. Ils ont euh, préparé, bien protégé, choisi leur position dans la ville et dans la localité. Pour l'armée russe, c'était un défi de libérer cette ville et c'est un défi que nos forces armées ont fait, auquel nos forces armées ont fait face avec un grand succès. Encore une fois, je répète ça, c'est symbolique. Toutes les localités qui ont été bien protégées, bien occupées par les Ukrainiens, on en parle beaucoup. Je ne vais pas comparer la libération de Tchassov-Yar avec la libération de Bakhmut ou Artyomovsk. Parce que c'était une opération qui impliquait plus des forces, euh, plus de temps, mais de toute façon, euh, c'est l'une des victoires symboliques pour l'armée russe. Et quatrièmement, ça montre le niveau, le professionnalisme des armées, des forces armées russes. Parce qu'ici, on parle pas d'un petit village ou d'un avancement dans des forêts, dans des champs. C'est une ville bien développée,
avec donc c'est une zone urbaine avec les hostilités, les batailles dans la zone urbaine. Et ça, c'est beaucoup plus difficile euh, à mener des activités militaires dans de telles zones, mais néanmoins, les forces armées russes ont pu libérer cette ville euh, vite, avec efficacité. Et aujourd'hui, notre président Vladimir Poutine, pendant sa conférence de presse, a également mentionné la libération de Chasov Yar, qui s'est passé il y a quelques jours. Ok, Michael, merci beaucoup. Et nous espérons que les forces armées russes vont continuer à marquer toujours le point sur le terrain. D'ailleurs, dans ce même cadre, hein, je préfère qu'on reste dans le cadre des opérations. Mhm. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps un exercice militaire de grande ampleur de la part de l'armée, des forces armées de défense et de sécurité de la Fédération de Russie. Et cet exercice militaire, on a vu, c'est un exercice naval, mais qui a impliqué beaucoup d'autres moyens, des hélicos, des drones, beaucoup de choses ont été expérimentées. Pourquoi cet exercice? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Juste le défilé des navires militaires russes. Non, tout le monde était joyeux, tout le monde célébrait sur des quais, dans des rues, à la maison, dans des restos, parce que c'est une fête militaire, mais surtout nationale. Ok, Michael, l'émission tire vers sa fin, mais nous avons encore des questions. Nous avons besoin de votre expertise. Parce que est-ce est qu'il y a un round de pourparlers en vie? Est-ce qu'il faut s'attendre à un quatrième round? Vous aviez déjà effleuré ça quand vous avez parlé des ultimatums de Donald Trump, sa date butoir, et que vous attendiez peut-être qu'après la visite de son émissaire Witkoff, ils peuvent peut-être lancer un quatrième round pour parler que Donald Trump pourrait fêter ça en grande pompe comme une de ses victoires. Vous croyez vraiment qu'il y a un quatrième round pour parler en vie? Bien sûr, c'est toujours en vue parce que les deux parties n'ont pas, disons, rejeté ce format des réunions. Ces négociations sont toujours là. Avant de parler de quatrième round, il faut bien sûr effectuer, réaliser les accords qu'on a eus pour le round passé du 23 juillet, c'est-à-dire l'échange des prisonniers de guerre et également le transfert des corps des soldats ukrainiens de la partie russe. Il faut réaliser cela avant de passer au quatrième round. Mais pendant les dernières négociations, on a eu la proposition de créer trois groupes qui vont parler constamment en ligne sur plusieurs axes militaires, diplomatiques et humanitaires. Donc on peut même dire que les
les échanges entre les délégations des deux parties, si on va bien mettre en place ces groupes-là, va être plus ou moins régulière. Malheureusement, on doit dire que c'est une humiliation pour l'Europe. C'est exactement ça ce que président Poutine a dit quelques jours ou semaines avant l'arrivée du président Trump au pouvoir. Poutine a donné une interview à un média russe et là, président Poutine a dit que toutes ces attaques, tous ces dénigrements, mépris envers Trump vont partir, vont évaporer dès qu'il va assumer le cabinet ovale, le poste du président des États-Unis, et les Européens vont être rappelés qui est leur maître et ils ne vont rien dire, mais seulement s'inscrire dans la ligne politique, économique de Trump. Et c'est ça ce que nous voyons. Le président américain est arrivé en Grande-Bretagne pour ses pourparlers avec le Premier ministre britannique et avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Euh, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les tarifs de 15% pour tous les produits européens, tandis qu'on parle de l'acier et autres métals produits et exportés depuis l'Europe. On parle même de 50% des tarifs. Les sociétés américaines ne vont pas payer aucun impôt pour leurs exportations vers l'Europe et l'Europe s'oblige à acheter des armements européens euh, pour une somme de plus de 6 ou 7 100 milliards d'euros et également d'acheter le gaz et le pétrole pour 600 milliards d'euros, ce qui nous donne en somme euh, presque 1,5 trillion de dollars. Est-ce que vous appelez ça une victoire économique, une victoire diplomatique? Je ne l'appellerai pas comme ça. Les dirigeants européens, les acteurs économiques européens se sont déjà exprimés par rapport à ça. Ils ont dit que c'était une humiliation, une perte pour l'économie, l'industrie européenne. Par exemple, le gaz que l'Europe va acheter aux États-Unis est de 3 à 5 fois plus cher que le gaz acheté en Russie. Donc, le coût d'énergie va s'élever au moins pour
ces chiffres-là. Également, les fonds, c'est virgule 5 à peu près dollars que les gouvernements européens vont devoir dépenser chez les sociétés américaines. Ils auront pu les utiliser dans d'autres objectifs pour développer leurs économies, pour introduire de nouveaux programmes de soutien pour les citoyens de leur pays. Mais non, ils vont devoir donner cet argent, ces fonds aux Américains. Donc, on peut appeler même cet accord commercial américano-européen, cet accord permis euh, de prendre les ressources européennes, les utiliser en Amérique sans rien ou presque rien donner euh, à retour aux pays européens. Et cette situation est arrivée seulement parce que les États-Unis sont plus forts, plus puissants que l'Europe. Et c'est avec ce droit du plus fort que président Trump est arrivé à signer un tel accord. En effet, c'est la fin de l'indépendance économique, la fin officielle qui est officialisée, qui est documentée, la fin de l'indépendance économique de l'Union européenne. Ok, Michael. L'émission touche à sa fin. On aurait voulu rester encore avec vous, bénéficier de votre expertise, mais nous sommes convaincus que la semaine prochaine, la semaine prochaine, les samedis prochains, nous serons là pour essayer de décrypter encore un autre sujet au sommet de l'actualité internationale avec vous. Ceci étant, nous vous remercions, chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV. Nous vous prions de rester branchés sur Gandhi Malian TV. D'autres émissions arrivent, d'autres programmes sont en cours. D'ici là, soyez prudents. C'était les mots de Michael. Et le présentateur, moi-même, Issa Diawara, et l'invité, c'était notre expert depuis Moscou, Michael. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver, comme nous venons de le dire, la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.